Madame l'ambassadrice Elona Fischer-Kam, bonjour à vous. Bonjour, shalom. Shalom, vous êtes l'ambassadrice d'Israël en France. Merci d'avoir accepté notre invitation cet après-midi sur Radio J. En ce vendredi 8 mars, journée internationale des droits des femmes, une journée qui prend forcément une couleur toute particulière cette année en Israël et dans le monde juif, après les violences sexuelles subies par les femmes, en particulier le 7 octobre, et depuis contre les otages retenus à Gaza, comme l'a reconnu enfin, tardivement, un rapport de l'ONU publié en début de semaine. Nous y reviendrons dans un instant. Et en ce 8 mars, votre ambassade a lancé une campagne de communication sur les réseaux sociaux avec ce mot d'ordre: le féminisme ne saurait rester universel si les Israéliennes en sont exclues. Madame l'ambassadrice, est-ce que la solitude d'Israël s'exprime également aujourd'hui sur ce terrain du droit des femmes à être libres? Oui, malheureusement, non, vous savez, le 8 mars, normalement, c'est un jour que nous félicitons les réussites des femmes. Et comme vous l'avez bien dit, cette année, le 8 mars est beaucoup plus sombre en Israël. Tout d'abord parce que des femmes israéliennes, et malheureusement pas seulement des femmes, ont subi harcèlement sexuel, et attouchements, viols, torture et amputation des organes, etc. pendant le 7 octobre. Mais en plus, et vous l'avez bien dit, pendant 4 mois, jusqu'au fin janvier, nous n'avons rien entendu des organisations internationales censées protéger les femmes, y compris les Nations Unies. Malheureusement, les secrétaires généraux des Nations Unies. Donc, pour nous, c'était un choc. C'était un vrai choc. Mais après 4 mois, il y avait le secrétaire général, sous la pression internationale, a fait envoyer le rapporteur spécial pour des violences sexuelles pendant des conflits. Et elle est venue elle a publié un document qui approuve les allégations israéliennes, qu'il y avait effectivement des violences sexuelles, des cas très très graves, et pas seulement des cas, c'est une sorte de modus operandi, le même modus operandi, qui a été vu dans plusieurs endroits. Donc il s'agissait de quelque chose de très... Dans 3 endroits en particulier, notamment lors du festival sur la Nova. route, le festival, et sur 3 kibbutzim. Et donc il y a ici vraiment une manière systématique, vraiment quelque chose de systématique, quelque chose d'intentionnel, pas un dérive... Qui relève du crime de guerre. Crime de guerre et crime contre l'humanité. Et donc, c'est ça qui est grave. Et l'autre conclusion est que les hommes et les femmes, les otages, ont subi et aussi de viols et d'harcèlement sexuel, et vraisemblablement, qu'ils le subissent toujours. Alors justement, côté des États-Unis et de la Grande-Bretagne, la France a demandé la nuit dernière la convocation d'une session extraordinaire du Conseil de sécurité de l'ONU pour discuter de ce rapport publié lundi dernier par les Nations Unies. Pour la représentante spéciale de l'ONU que vous citiez, Pramila Patten, qui a mené cette enquête sur le terrain à la tête d'une mission, il y a, je cite, des motifs raisonnables de croire, et chaque mot compte, des motifs raisonnables de croire que des viols en réunion ont donc eu lieu le 7 octobre. Le rapport estime également que les otages, vous le disiez, retenus ont sans doute et sont toujours d'ailleurs victimes de violences sexuelles pendant leur détention. C'est une grande satisfaction pour la diplomatie israélienne de voir 3 pays, et notamment la France, demander la convocation de cette session spéciale du Conseil de sécurité. Effectivement, c'est une réussite. On aurait aimé que tout cela aurait eu lieu il y a 4 mois. Mais encore que ce soit aujourd'hui. Et vraiment, nous remercions et nous félicitons ces 3 pays, c'est nos alliés, la France, la Bretagne, les États-Unis, et pour cette initiative. C'est une initiative importante. Et après vraiment un silence assourdissant des organisations internationales. Et c'est la conséquence de ce rapport. Parce qu'une chose, c'est écrire le rapport. Autre chose, qu'est-ce qu'on fait avec le rapport? Parce que si, enfin... Les bureaux restent complètement impunis, à quoi ça sert? Donc, il faut envoyer ici un message très, très clair
Israël attend maintenant il faut punir les agresseurs. que le Hamas soit qualifié d'organisation terroriste par les Nations Unies. Je l'espère bien, c'est l'une des idées, bien sûr. Est-ce qu'il a été compliqué, Madame l'ambassadrice, de convaincre les diplomates français de pousser en faveur de cette session spéciale du Conseil de sécurité ? Je crois que la France était vraiment à côté d'Israël sur beaucoup de sujets, mais surtout sur ce sujet-là. Et il y avait l'initiative de la ministre, et il y avait toujours une sensibilité ici en France. Catherine Colonna. Et il y avait toujours une sensibilité. Et ici en France, vis-à-vis cette question, vous avez bien dit, Madame Colonna était en Israël. Et je crois qu'elle était la première ministre à organiser une conférence sur le sujet, sur le site et en Israël. Donc, cette sensibilité a abouti avec quelque chose de concret, quelque chose d'utile, quelque chose de très positif. Est-ce que vous regrettez néanmoins que le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, n'ait pas appelé en son nom, à son titre, à convoquer une session extraordinaire du Conseil de sécurité, comme il l'avait fait, de manière très rare d'ailleurs, en décembre dernier, à propos de la situation humanitaire dans la bande de Gaza ? Nous étions très déçus par la position des Nations Unies, y compris la position du secrétaire général des Nations Unies, que depuis le 7 octobre, même avant la guerre, juste après le massacre, quand on était tous choqués en regardant les écrans, et où il a dit que cela n'a pas eu lieu, que le massacre n'a pas, qu'il y avait un contexte à ce massacre. Il n'y a pas un contexte à un attaque terroriste. Il n'y a vraiment pas un contexte à un massacre contre juifs. Là, c'était un État démocratique, un État de loi qui est attaqué, un État de droit attaqué par un groupe terroriste. Il n'y a pas de contexte ici. Est-ce qu'Israël appelait toujours à la démission d'Antonio Guterres ? C'est pas une question d'appeler à la démission, mais c'est une question de faire le maximum pour que les Nations Unies soient moins biaisées concernant Israël. Parce que le biais des Nations Unies n'a pas commencé le 7 octobre. C'est quelque chose qui nous accompagne depuis des années. Et je crois peut-être il y a ici une opportunité, je dirais même, et pour changer un peu l'équilibre, pour changer un peu les choses. Réellement pour montrer qu'il y a ici un pays que jour après jour, année après année, est attaqué aux Nations Unies, membre des Nations Unies, qui contribue aux Nations Unies, et pourtant se trouve toujours abandonné avec des résolutions qui sont complètement biaisées contre Israël. Donc peut-être c'est le moment maintenant de réfléchir et faire un changement. C'est le résultat d'une forme d'antisémitisme de la part des instances onusiennes ? Ça pourrait être aussi une question d'antisémitisme. Et je crois que tout ce qui s'est passé depuis le 7 octobre, il faut le mettre aussi dans un cadre de l'antisémitisme. Je reviens bien sûr ici à ce qu'a dit le président de la République pendant l'hommage du 7 octobre, le 7 février, quand il a parlé du plus grand massacre antisémite dans notre siècle, dans notre temps. Et effectivement, il y a beaucoup de caractères antisémites, tout d'abord dans l'acte terroriste, bien sûr, du 7 octobre, mais plus que ça, de la réaction et des organisations internationales, malheureusement. Les négociations en vue de la libération des otages retenus dans la bande de Gaza ont été suspendues hier après le départ de la délégation du Hamas dépêchée au Caire. Elles doivent reprendre a priori la semaine prochaine, alors que va démarrer le 10 mars, dans 2 jours maintenant, le Ramadan. Un accord aurait permis, en échange d'un cessez-le-feu de 6 semaines, de libérer les personnes âgées, les personnes malades et les dernières femmes qui s'y trouvent, notamment les soldats contre plusieurs terroristes emprisonnés en Israël. Est-ce que vous êtes pessimiste, Madame l'ambassadrice, à court terme sur la libération de ces otages ? Je ne sais pas si je suis pessimiste ou optimiste, mais je regarde ce qui s'est passé jusqu'à maintenant et ça ne nous donne pas beaucoup d'espace pour être très optimiste ou d'espace d'espoir, étant donné que la trêve antérieure, et c'était le Hamas qui l'a rompu.
Il a rompu avec le fait qu'il ne voulait pas nous fournir la liste et il ne voulait pas nous dire ce qui s'est passé avec les femmes parce que je voulais rappeler que la trêve antérieure ou les négociations antérieures étaient surtout sur les questions des femmes, à commencer avec la première étape qui était des femmes et des enfants. Et nous sommes maintenant encore avec 19 femmes dont 2 enfants en main du Hamas. À plus que 150 jours après le massacre. Donc, on n'a aucune nouvelle du sort de cette femme, ce qui s'est passé. Le Hamas n'a jamais fourni une liste. Et c'est incroyable. Jusqu'à maintenant, on n'a pas une liste de qui est aux mains de Hamas et qui est vivant et qui n'est pas vivant. Et le Hamas a indiqué ces derniers jours ne pas savoir, parmi ses otages, qui était encore vivant. Bon, bien sûr, c'est absurde. Comme toujours, c'est complètement absurde. Notre idée vraiment est arriver à une sorte de négociation. Malheureusement, côté Hamas, on ne voit aucun intérêt, aucune réponse de leur part. Donc il faut poursuivre l'offensive militaire, notamment à Rafah, puisque ces négociations n'aboutissent pas à un accord. Il n'y a pas une trêve. Il n'y a pas encore une trêve. Et nous avons 2 buts ou 2 objectifs à cette guerre. Tout d'abord, c'est une guerre qui nous a été imposée après le 7 octobre. Donc, tout d'abord, nous voudrions empêcher le prochain 7 octobre en éradiquant le Hamas. Et là, pour cela, il y a une guerre, mais aussi pour libérer nos otages et tous les otages. Une dernière question, Madame l'ambassadrice. Hier soir, Joe Biden a annoncé la création d'un port provisoire afin d'acheminer de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza. Est-ce qu'Israël est favorable à l'installation de tels équipements auxquels participeraient d'ailleurs les Européens et les Britanniques? Israël est favorable en général de voir en quelle manière nous pouvons faciliter la vie des Gazaouis. Parce que les Gazaouis ne sont pas nos ennemis. C'est le Hamas qui est notre ennemi. Nous voudrions éradiquer Hamas. Nous ne voudrions pas ni affamer ni tuer la population gazaoui. Mais est-ce que le véritable problème est l'acheminement et pas plutôt la distribution de cette aide humanitaire? Voilà, côté israélien, et selon l'information que nous avons, le problème principal de l'aide humanitaire, c'est la distribution. Le pillage, et la distribution, l'accès. Mais bien sûr, chaque pays, y compris bien sûr la France, qui pourrait aider pour s'assurer l'aide humanitaire aux Palestiniens, c'est bienvenu. Et qui pourrait remplacer sur le plan civil l'autorité du Hamas, notamment pour distribuer Est-ce qu'Israël avance de ce point de vue-là? C'est très difficile. Il y avait une époque où on avait parlé de l'UNRWA. Je crois que tout le monde comprend que l'UNRWA s'est complètement déqualifié comme organisation. Et donc, il faut voir à long terme qui pourra prendre leur place. Et nous pensons qu'il y a des organisations assez efficaces pour pouvoir prendre à leurs responsabilités la distribution de l'aide humanitaire. Mais un pouvoir politique? C'est une question. Le pouvoir politique, c'est déjà, disons, le jour après. Et le jour après, ce sera un jour sans Hamas. On n'y est pas encore. Malheureusement, le Hamas est toujours là. Donc, il faut continuer à suivre la guerre jusqu'au moment où on pourrait éradiquer vraiment le Hamas, qu'il soit plus en pouvoir, qu'il soit plus une menace contre notre population. Madame l'ambassadrice d'Israël en France, Alona Fischer-Ká, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On peut retrouver cet entretien en podcast sur radioj.fr et en vidéo sur YouTube. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.